troisième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy qui paraîtra en librairie mardi prochain. L'occasion pour l'ex-chef de l'État de s'exprimer sur la guerre en Ukraine. Dans un entretien accordé à nos confrères du Figaro Magazine, il multiplie les déclarations concernant la situation à l'est de l'Europe. Il invite à maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, à organiser un référendum incontestable en Crimée ou encore à faire de l'Ukraine un pays neutre, donc sans entrer dans l'Union européenne. De quoi faire grincer des dents à gauche et dans la majorité. Ce soir, dans Ça fait débat, on se demande donc si les analyses et les propositions de Nicolas Sarkozy sur l'Ukraine sont-elles les bonnes. Nos débatteurs du soir, Michel Taube, bonsoir. Bonsoir Arthur Muriot. Vous êtes fondateur d'Opinion Internationale. Bonsoir Dorian Dreuil. Bonsoir. Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous aussi, vous pouvez intervenir. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé inclus dans votre forfait. Michel Taube, faut-il, comme l'invite Nicolas Sarkozy, à ce que la France adopte une position singulière dans ce conflit en Ukraine en cherchant un compromis entre donc la Russie et l'Ukraine? Alors d'abord, je voudrais saluer cette interview dans le Figaro Magazine de Nicolas Sarkozy parce qu'il prend le temps d'expliquer sa position. Je pense que c'est une interview mûrement réfléchie, qui a un véritable événement politique. Parce qu'effectivement, il prend à contre-pied un peu tout le monde, et notamment Emmanuel Macron, dont on dit toujours qu'il est très proche, avec lequel il s'entend bien. Il a appelé à voter Emmanuel Macron en 2022. Mais là, non. Là, il prend un contre-pied complet. Et j'ai envie de dire, il dit un peu tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, que ce soit à droite, voire dans la droite populaire, voire en tout cas parmi les souverainistes français, de gauche et de droite. Et c'est vrai que il y va très fort. Il y va très fort. Parce qu'effectivement, si on suit sa pensée, sa réflexion, c'est un véritable changement, non pas d'alliance, on ne va pas jusque-là, mais il rebat complètement les cartes de la position de la France dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et il en appelle effectivement à une approche totalement différente. Le problème, c'est qu'il pense tout seul. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène européenne et occidentale, qui va défendre la position de Nicolas Sarkozy? Je ne parle même pas des Ukrainiens, qui, à mon avis, ont très très mal reçu cette interview, mais même nos différents partenaires. Où se situe la France si l'on suit la réflexion de Nicolas Sarkozy? Il me fait un peu penser à Jacques Chirac et Dominique de Villepin, qui, en leur temps, avaient surpris tout le monde en refusant d'aller faire la guerre en Irak. Mais là, on est dans un conflit qui est engagé, dans lequel nous sommes, quoi qu'on dise, belligérants, en apportant un soutien militaire, économique, diplomatique, humanitaire à l'Ukraine. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, là, appelle encore une fois à une sorte d'aggiornamento sur lequel je ne suis pas sûr qu'il soit suivi ni par Emmanuel Macron, c'est certain, mais même par nos différents partenaires. Nicolas Sarkozy parle d'Angela Merkel parce qu'il était intervenu en 2008 en rappelant que Mme Merkel l'avait quand même beaucoup soutenu. Mais aujourd'hui, que vont penser nos partenaires allemands, sans parler des Polonais et des autres? Dorian Dreuil, cette prise de position concernant la guerre en Ukraine de Nicolas Sarkozy, elle vous a surprise? Alors, non, pas tellement, parce que, et c'est ce que je suis content que vous me posiez la question, parce que justement, il y a une part de la grille de lecture qu'expose Nicolas Sarkozy, qui est pas nouvelle, qui est pas surprenante en fait, notamment sur le fait, alors au-delà du commentaire du conflit actuel, mais Nicolas Sarkozy, même quand il était président et bien après, il a toujours théorisé la position de l'Ukraine et de la Turquie comme des ponts entre des continents, comme des ponts entre les civilisations, comme des ponts. Et dans son état d'esprit, et c'est comme ça qu'il l'explique, hein, il a souvent utilisé le terme de pont. Le pont, si l'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe, pour lui, l'Ukraine n'a pas vocation à rentrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Et il a plutôt longtemps et assez intellectuellement théorisé cette approche du pont comme justement une sauvegarde pour l'ensemble des parties, et l'intérêt d'avoir ce pont et pas de créer une nouvelle frontière en plein air. Donc sa position, elle est pas vraiment surprenante. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, et je trouve que c'est une richesse, alors je me positionne pas tellement sur le fond, mais sur la forme, je trouve que c'est une richesse pour la vitalité du débat politique en France. C'est d'avoir deux anciens présidents de la République, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, qui sont dans des dispositions de transmission de
leur regard, de leur expérience, dans cette logique, voilà, de quand même on continue de peser dans le débat public pour faire vivre le débat, et un débat qui est intéressant quand des anciens présidents de la République, quand des gens qui ont été en fonction et qui ont eu à gérer notamment des crises internationales, et Nicolas Sarkozy a fortiori avec l'Ukraine et sa connaissance de Vladimir Poutine, comme François Hollande quand il a pris la parole, c'est intéressant pour la vitalité du débat politique. Michel Taube. 100% d'accord, c'est très intéressant et c'est pour ça que j'ai commencé à souligner la hauteur, la richesse de cette interview. Elle est vraiment une pierre très utile au débat qu'il doit y avoir dans toute société démocratique. Après, ce que je pense aussi, c'est que Nicolas Sarkozy se trompe d'une décennie. Il dit dans l'interview, on me dit que Vladimir Poutine a changé et qu'il n'est plus celui que j'ai connu. Et il ajoute, non, à mon avis, il est grosso modo le même. Non, je pense que les choses ont profondément changé. Et là où, si, à mon avis, l'ancien président de la République se trompe, c'est qu'il dit l'Ukraine est un pays neutre. L'Ukraine est un pays pont entre la Russie et l'Europe, et donc il doit rester neutre. Mais ça n'est plus vrai. Et c'est le peuple ukrainien qui l'a montré, en décidant clairement, par l'élection de Zelensky et ensuite par les circonstances politiques, de vraiment montrer son attachement à l'Europe. Et il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, ça n'était peut-être pas le cas. Mais aujourd'hui, il y a eu un basculement vers l'Europe du peuple ukrainien qui, encore une fois, à part sur la partie la plus orientale de l'Ukraine, est quand même massif. Et ça, l'ancien président de la République feint de ne pas le prendre en compte. Mais là, vous parlez de l'idéologie du peuple ukrainien, des idées plutôt du peuple ukrainien, mais si on parle de la géographie de l'Ukraine, on peut donner raison à Nicolas Sarkozy. C'est un pont entre la Russie et l'Union européenne. Bien sûr, mais enfin, si on prend l'analyse géographique, je parle de l'analyse géographique. Bien sûr, mais si on prend l'analyse géographique, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui évolueraient dans le concert des nations et vous auriez des guerres partout parce que seraient remises en question, vous savez, des lignes droites et complètement géométriques qui ont été dessinées, que ce soit en Afrique, en Europe, non, malheureusement, le monde est fait comme ça. L'Ukraine, il y a eu un basculement sociologique, démographique, intellectuel, idéologique, j'accepte tout à fait l'idée, idéologique. Le peuple ukrainien, surtout la jeunesse ukrainienne, est tourné vers l'Europe. Et je vais vous dire, c'est le cas aussi de beaucoup de Russes. Parce que moi, j'ai oublié de dire en introduction, je fais la part entre la Russie et Poutine. Là où ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, mais Emmanuel Macron n'a pas dit le contraire, c'est que on doit avoir une politique russe, on doit avoir un partenariat avec les Russes. Les Russes veulent aussi être européens pour beaucoup d'entre eux. Et donc, je fais la part entre Vladimir Poutine. Et dernier point que sous-estime complètement Nicolas Sarkozy, c'est que Vladimir Poutine a développé aussi une forme de haine de l'Occident qui n'existait peut-être pas il y a 10 ou 20 ans dans l'esprit de Poutine, mais aujourd'hui, qui est virulente. Reprenez les termes qu'employait Poutine lorsqu'il a justifié l'agression et l'invasion de l'Ukraine. Il a eu des mots d'une violence contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Occident, et qui n'a fait que renouveler depuis, qui sont profondément inadmissibles. Donc j'ai envie de dire, Nicolas Sarkozy est dans une posture d'ancien président de la République, qui est en même temps un observateur aujourd'hui, une sorte de commentateur de la vie politique, et je pense qu'il est un peu dans une forme d'impasse sur laquelle il est difficile de le suivre. Parce que Dorian Droy, la parole de Nicolas Sarkozy, elle pèse encore sur la scène, alors sur la scène politique intérieure sans doute, mais sur la scène diplomatique internationale. Est-ce que cette parole pèse encore ? Oui, il ne faut pas la sous-estimer parce que, notamment que ce soit sur la scène nationale, en tant qu'ancien président de la République, c'est quand même une voix qui résonne. En témoigne le débat qu'on a ce soir et les commentaires qui existent par le monde politique de cette interview toute la journée. Mais sur la scène internationale aussi, parce que Nicolas Sarkozy, il a continué d'être très allant à l'international. Il assume de donner des conférences, d'intervenir beaucoup à l'étranger, de dispatcher aussi des analyses sur le monde diplomatique, d'ailleurs plus facilement sur les affaires internationales que sur les affaires nationales ou intérieures, où il est plus discret. Mais ce qui est intéressant,
en fait, j'aimerais presque faire la blague que le clivage politique gauche-droite existe encore en France par les anciens présidents, parce que si vous regardez ou écoutez les analyses de Nicolas Sarkozy, ce qu'on disait justement sur le fait que Poutine aurait changé depuis l'exercice présidentiel où il l'a connu, si vous écoutez à l'opposé François Hollande explique que non, il a toujours été comme ça, que d'ailleurs il l'avait décelé et que ça n'est que la continuité du plan de Vladimir Poutine depuis 30 ans. Donc c'est intéressant de voir que le distinguo d'analyse, je trouve en tout cas la différence entre les deux analyses sont presque plus riches que ce que pense uniquement l'un ou l'autre, mais incontestablement la voix de Nicolas Sarkozy, elle pèse encore dans la politique nationale et internationale, elle est écoutée, elle est entendue. Maintenant, difficile de dire, je pense, si cette voix et cette analyse a un impact sur Emmanuel Macron lui-même, qui fait des affaires internationales qui est un domaine assez réservé, et où on sait que le président écoute des conseils, qu'il entend des analyses, mais qu'il dispose de sa propre ligne et de sa propre vision de la situation. Alors on va prendre une auditrice d'Europe 1 pour terminer ce premier débat. Brigitte, vous, c'est une bonne chose que Nicolas Sarkozy s'exprime et qu'il donne son opinion sur le conflit en Ukraine. Il a été président, vous dites, et il sait de quoi il parle. Oui, voilà. Si vous voulez, là je réagis, je me permets de vous appeler, parce que il y a une phrase qui a été dite il y a 5 minutes qui était Nicolas Sarkozy pense tout seul. Et alors je voulais vous dire qu'il ne pensait pas tout seul, parce que justement je suis vraiment soulagée d'entendre qu'un livre va sortir où il va être dit ce que je pense et ce que beaucoup de gens que je connais pensent. C'est-à-dire que je crois qu'il faut que la voix de la France se fasse entendre d'abord. Elle ne se fait pas assez entendre, Brigitte, pour vous, la voix de la France ? Elle ne se fait pas assez entendre à l'international ? Elle est manipulée. Donc là, il faut qu'elle se fasse entendre déjà pour aller au secours de ces milliers de jeunes qui, chaque jour et chaque nuit, se font tuer, que ce soit des Ukrainiens ou des Russes. Et jusqu'à présent, on entend toujours le même son de cloche. On n'a pas le droit de penser autrement, si vous voulez. Alors, la France parle, paraît-il, mais pas forcément les Français. On nous oblige à nier le passé ancien et récent qui nous lie à la Russie. Avec ce bouquin, c'est peut-être la voix de la raison et de la liberté qui s'exprime, et ça donne enfin de l'espoir. Michel Taube. Et attendez, mais j'ai pas fini, hein. Pardonnez-moi, d'ailleurs, si vous voulez, ça ne m'étonne pas que ce soit Sarkozy qui ose parler franchement et différemment, car c'est un gaulliste et un ancien président. Pour comprendre ce qui se passait, j'ai emprunté des livres d'Hélène Carrère d'Ancos, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup éclairée et qu'elle est décédée la semaine dernière. Et dans un de ses livres, elle fait l'éloge de Sarkozy à propos de sa gestion du conflit en Géorgie en 2008, quand il était président du UE. Elle dit qu'il s'était démené considérablement allant d'un président à l'autre pour que cesse l'horreur. Et ça a marché. La négociation a abouti. Et d'autre part, je voulais dire que si un pays peut parler de la Crimée, c'est bien la France. Vu la guerre qu'il y a eu entre la Crimée et la France en 1854. Car le conflit a eu en Crimée, mais c'était bien la Russie que la France attaquait, si vous voulez, le tsar et tout, les Russes et tout ça. Alors, et pour finir, je veux dire que c'est aussi à la France, patrie des droits de l'homme, d'exprimer qu'un peuple a le droit de choisir sa nationalité. Par le biais d'un référendum, par exemple. Ce ne sont pas des canons à longue portée de le dire. Merci. Et si la Crimée veut être russe, qu'elle le soit. Merci Brigitte, voilà, et je termine, d'avoir donné votre point de vue pour Europe 1. Oui. On va passer à un autre thème maintenant, Michel Taube et Dorian Dreuil, si vous le voulez bien, pour les dernières minutes qu'on passe ensemble. L'interview donc de Nicolas Sarkozy, on en a parlé, qui a fait beaucoup réagir dans la classe politique et notamment sur X, l'ex-Twitter. Le patron du PS, Olivier Faure, a écrit hier: l'interview de Nicolas Sarkozy sonne la fin de Renaissance. Les hostilités à droite ne font que commencer. À la gauche et aux écologistes de ne pas tomber dans la spirale mortifère de la division. Un affront pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas tardé de lui répondre en lui reprochant les divisions à gauche pour les prochaines élections sénatoriales et européennes. S'en est suivi d'autres messages où Olivier Faure est invectivé par Jean-Luc Mélenchon. Un déballage médiatique, Michel Taube, symbolique de la division au sein de la NUPES ?
de la NUPES, de la gauche ou des gauches. Il fut un temps où la gauche a été un peu plus digne, avec des grands débats entre Clémenceau et Jaurès, entre Mitterrand et Rocard, entre Jospin et Chevènement. Franchement, on est descendu bien bas, on est tombé bien bas. La gauche, les gauches sont tombées bien bas, avec ces batailles de tweets. Bataille de tweets d'ailleurs, attention. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il en est véritablement l'auteur? Parce que c'est pas une excuse. C'est la grande question. Non, mais c'est pas une excuse parce que sur son compte qu'il ne tweete X, pas Twitter, personnellement. Voilà, il ne tweete pas personnellement. Et moi, en lisant les tweets, j'ai été surpris par le style de ces tweets. Donc déjà, j'ai un doute. Jean-Luc Mélenchon pourrait peut-être nous rassurer. Peut-être que c'est pas lui qui a mis et dire que un peu c'est community manager voilà. qui ont écrit à sa place. Peut-être que ça sauverait un petit peu la situation. Non, la réalité, c'est que la NUPES est en lambeaux. On va dire, elle est dans un état de mort-vivant ou de vivant en voie d'extinction pour des raisons de fond. Déjà au sénatorial qui va avoir lieu en septembre, Le 24 septembre. On peut dire que les socialistes n'ont pas rendu la monnaie de leur pièce aux insoumis, qui ont quand même fait une belle place aux socialistes dans cet accord législatif de l'année dernière qui leur a permis d'avoir beaucoup de députés, quand même plus d'une trentaine de députés. Bon, sans les insoumis, ils en auraient eu quand même 10 ou 15 probablement. Mais enfin bon, là, pour les sénatoriales, les insoumis vont se retrouver grands perdants parce qu'il n'y a pas eu, de la part du Parti socialiste, une intégration en fait des insoumis. Et puis ensuite, il y a les élections européennes l'année prochaine. L'idéologie du Parti socialiste, même s'il est difficile de la comprendre, elle est quand même plutôt pro-européenne, alors qu'on sait que les insoumis sont quand même très très anti-européens. Donc effectivement, je pense que cette querelle par tweet finalement est à la fois un épiphénomène et le reflet de ce que la NUPES est. Elle est encore une fois non pas en état de mort cérébrale, comme l'avait dit Macron de l'OTAN à une époque, mais en état de déliquescence avancée sur le plan de la scène politique française. Dorian Dreuil, quand Jean-Luc Mélenchon déclare à Olivier Faure, si tu veux revenir sur ces choix sectaires, adresse-toi aux responsables de la France Insoumise, Bompard, Panot, Aubry, moi je donne mon avis, c'est tout. C'est un rôle d'observateur que Jean-Luc Mélenchon il a actuellement dans la politique française, il observe juste. Oui, alors il y a trois choses. La première, effectivement, c'est le positionnement de Jean-Luc Mélenchon dans le débat public, qui a fait le choix depuis les élections législatives de ne plus se présenter en chef d'appareil politique ou en chef de coalition ou en chef de parti, mais justement de prendre de la hauteur, ou en tout cas de prendre du recul, à défaut de toujours prendre de la hauteur, et donc c'est ce qu'il fait notamment en président la Boétie, qui est l'institut politique de la France Insoumise, et donc d'avoir une position très en retrait en réalité, et de ne pas être dans l'appareil quotidien, dans la négociation quotidienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la NUPES, au fond, il faut le rappeler, c'est quand même un accord électoral spécifique sur les élections législatives de 2022 à un moment particulier, dans un contexte très défini. Donc c'est pas un accord électoral ou programmatique qui engage sur l'ensemble des élections à venir. Et il faut imaginer que dans une coalition de partis politiques, d'abord il y a un enjeu, c'est de faire de la diversité des différents partis, des histoires, des ADN politiques de différents longs et vieux partis, d'en faire une richesse. Et pour en faire une richesse, il faut des espaces de débat. Et ce que montre cet échange sur Twitter, c'est bien qu'il n'y a pas d'espace de discussion entre les partis politiques. D'ailleurs, la preuve en est, tout le monde fait son université d'été en même temps. Il n'y a pas de terrain, de journée pour coordonner, pour se mettre d'accord et pour avoir des espaces de discussion autrement que par tweet interposé. Et il faut espérer que, en tout cas pour la gauche et pour la NUPES, s'ils le souhaitent, trouver ces moments de discussion. Merci beaucoup Dorian Dreuil et merci à vous Michel Taube d'avoir été mes débatteurs du soir. Au revoir. Dans quelques